Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Leïla Chaibi, députée européenne, vice-présidente de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Madame Chaibi, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de vous être rendue disponible pour participer à cette audition de notre commission d'enquête. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Votre audition s'inscrit dans cette seconde optique, compte tenu de l'émergence et des nouvelles formes de travail entraînées par les plateformes d'emploi, notamment le débat entre travail indépendant et salariat, comme le montre l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, des prud'hommes sur ces sujets, les discussions en cours au niveau européen, nous en parlons en détail avec vous, sur le projet de directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes d'emploi. Nous souhaiterions aujourd'hui que vous puissiez témoigner du rôle, du travail du Parlement européen sur ce projet de directive que vous avez amendé puis adopté récemment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les différentes options qui ont été envisagées lors de l'élaboration de ce projet de directive sur le statut des travailleurs des plateformes numériques? De quelle manière les députés européens ont pris connaissance de la position des différents États membres, puisqu'il y a le débat évidemment en cours, on en a parlé aussi ce matin avec le SGAE au niveau du Conseil. Quelles ont été les relations entre les députés européens, français et la représentation permanente? Quelles sont aujourd'hui quelles ont été les forces en présence au niveau du Parlement européen et les différentes je dirais, approches qui ont été privilégiées? Et puis, qu'est-ce que vous voyez comme prochaine étape dans la construction législative ou la co-construction législative de ce texte entre le Parlement européen et le Conseil? On ira un peu plus dans le détail, donc à la fois évidemment sur le texte lui-même et puis sur la dynamique politique autour du texte. Je vous remercie d'avance pour la qualité de vos réponses. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes, répondre à ces premières interrogations et entamer les échanges sous la forme de questions-réponses avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci, je vous laisse la parole. Eh bien, merci, Monsieur le Président, pour cette introduction et pour votre accueil. Merci, Madame la rapporteure, de me recevoir aujourd'hui. Donc, moi, je suis eurodéputée, comme vous l'avez dit, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et de la délégation de la France insoumise. Et depuis 2019, donc depuis le début de la législature, le dossier principal sur lequel je travaille, donc, est la question de le chantier législatif sur l'encadrement des droits des travailleurs des plateformes. Je dis chantier législatif parce qu'au départ, rien n'était garanti sur l'outil législatif. Est-ce qu'on allait avoir une recommandation? Est-ce qu'on allait avoir une directive? Est-ce qu'on allait avoir un règlement? Et depuis 2019, donc depuis que Ursula von der Leyen, en début de législature, je vais essayer de répondre à vos différentes questions qui sont très très complètes, hein, mais après n'hésitez pas à me relancer si je ne suis pas assez précise sur un point ou un autre. Donc, pour reprendre les différentes étapes, comme vous me l'avez demandé, en 2019, donc septembre 2019, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, donne sa feuille de route pour les 5 années qui viennent. Donc, elle dit ce sur quoi l'Union européenne va travailler. Et dans cette feuille de route, il y a la question des travailleurs des plateformes, avec donc des plateformes arrivées en Europe, avec à chaque fois souvent un flou sur le statut. Partout en Europe, des juges qui sont sollicités par les travailleurs, qui viennent voir les juges et qui disent « mais je ne comprends pas, j'aurais dû être indépendant, manifestement je ne le suis pas ». Et souvent, les juges décident de faire une requalification en contrat de travail de la relation commerciale qui unit le travailleur à la plateforme. Et donc, dès le départ,
à partir de cet instant où Ursula von der Leyen donne sa feuille de route, jusqu'à aujourd'hui, on va assister à un rapport de force sur quel doit être le contenu de la proposition législative et du cadre législatif. On a d'un côté, on va dire, les partisans, les lobbies des plateformes, avec leurs alliés, on y reviendra, qui se disent, tiens, il y a là une opportunité pour légaliser en quelque sorte ceux dont les juges disent que c'est illégal. En créant, alors au départ, le projet étant de mettre en œuvre un statut tiers entre le statut de travailleur indépendant et le statut de salarié, qui permet d'avoir des travailleurs sous sa subordination sans avoir à assumer la contrepartie du lien de subordination. Ça prendra diverses formes, en tout cas, pour la faire courte, pour que les plateformes arrêtent de se faire embêter par les juges partout en Europe qui leur demandent de passer à la caisse dans le cadre d'une requalification. Et on a donc d'un côté ceux qui se disent, tiens, c'est une opportunité, ce chantier législatif, pour légaliser ce qui est actuellement illégal. Et de l'autre côté, on a d'autres forces, dont je peux dire que mon groupe politique fait partie, qui se disent, tiens, on a là au contraire l'opportunité pour que l'Union européenne légifère pour obliger les employeurs que sont les plateformes qui ne sont pas reconnus employeurs, les obliger à assumer les mêmes obligations que n'importe quel employeur à partir du moment où elles subordonnent. Ce qui est un point important, on y reviendra, mais à partir du moment où elles exercent un lien de subordination, eh bien là, elles doivent appliquer le droit du travail et la protection sociale. Et puis donc tout au fil du chantier législatif, donc vous l'avez dit, il y a eu une proposition de directive de la Commission européenne en décembre 2021. Elle a été précédée d'un rapport d'initiative du Parlement européen. Le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative législative. Cependant, on peut faire des rapports d'initiative qui consistent, dans ce cadre-là, à faire des préconisations à la Commission européenne sur ce que doit être le contenu de la proposition qu'elle doit faire en décembre 2021. Et donc là, plusieurs choses. Donc, le Parlement européen aboutit sur un rapport, le rapport de Sylvie Brunet, qui est une eurodéputée donc, qui a été élue sur la liste de la majorité présidentielle, et qui dit, donc d'abord il nous faut une directive, ce qui n'était pas gagné d'avance, et qui pose le principe d'une présomption de salariat. Ce n'était pas gagné d'avance, et tout au long donc, des négociations sur ce rapport, moi j'étais chargée des négociations pour mon groupe, on a senti que il y avait une volonté de la part du groupe Renew, et plus particulièrement des Français du groupe Renew, déjà d'obtenir ce rapport, d'avoir en charge ce rapport. Il y a eu, bon, voilà, il y a une règle d'honte au Parlement européen où vous répartissez les rapports. Après, bon, j'ai à votre disposition des éléments plus précis, mais en gros, le groupe Renew a dit, bon, bah, nous, on donne au PPE, aux socialistes, un rapport important, d'une importance comme le salaire minimum européen, la question des salaires minimums européens, pour nous avoir le rapport sur les plateformes. Et à partir de là, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai constaté que dans les relais qu'avait Hubert au Parlement européen, eh ben, il y avait la voix, les relais d'Emmanuel Macron en même temps, les relais du président de la République. Lors de mes premières rencontres avec les lobbies d'Hubert et de Deliveroo, en décembre 2019 et puis en janvier 2020, les lobbyistes d'Uber et de Deliveroo, que je rencontre pour savoir comment ils envisageaient cette proposition législative, ce chantier législatif, ils me disent dès le départ que pour eux, il y a un modèle en Europe. C'est la démarche d'Emmanuel Macron, du président de la République française. En janvier 2020, donc, je rencontre le lobbyiste de Deliveroo, un chargé des affaires publiques de Deliveroo, qui vient de Londres. On est au lendemain de la loi LOM en France. Et, je ne sais pas, donc vous vous souvenez, il y a un article qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel dans la loi LOM. Cet article qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, il disait quoi? Il disait qu'à partir du moment où il y a une charte signée entre travailleurs de plateforme et la plateforme, eh bien, il y a interdiction, c'est plus possible d'aller voir le juge pour se faire requalifier. Et il, pour reprendre l'expression, protège non pas le travailleur des plateformes, mais protège la plateforme contre le risque de requalification. Protéger la plateforme face au risque de requalification. Donc, à ce moment-là, le monsieur des affaires publiques de Londres me dit « Il a tout compris, votre président de la République. » Je comprends. Bon, au départ, il faut dire qu'après, j'ai eu plus de mal à voir les lobbies parce qu'on savait plus de quel côté je me positionnais. Mais à ce moment-là, en tout cas, j'arrivais
donc je n'ai pas trop de mal à avoir des échanges avec eux. Et donc il me dit, Emmanuel Macron a tout compris, moi je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais aller voir l'ensemble des États membres de l'Union européenne pour leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent pareil, mais c'est vraiment dommage, votre truc, le Conseil constitutionnel, c'est bien dommage que ça a été retoqué, cette disposition a été retoquée. Ensuite, donc, rapport de Sylvie Brunet. Sylvie Brunet est la rapporteure. Il y a une façon de fonctionner au Parlement européen que souvent, quand on est à l'Assemblée nationale, c'est un peu différent, je pense. On fonctionne au Parlement européen beaucoup en coalition. Ce n'est pas chacun dans son couloir. C'est vrai qu'on a une habitude à ce qu'il n'y ait pas aucun groupe n'a la majorité absolue. Et donc le rapporteur ou la rapporteure, quand il ou elle veut avoir la majorité, avoir son nom sur le rapport, il ou elle est obligé de faire des compromis avec les autres. Et obligé, en fait, de mettre de l'eau dans son vin et d'accepter de faire des compromis avec les autres groupes. Et parce que, disons, il y a une majorité des rapporteurs et des groupes politiques qui sont en faveur de la présomption de salariat, vous avez la proposition je tiens à votre disposition la proposition de rapport de Sylvie Brunet avant les négociations et la proposition de rapport, le rapport tel qu'adopté le 16 septembre 2021 en plénière du Parlement européen. Entre les deux, il y a une différence fondamentale, c'est qu'on a inclus la présomption de salariat. Au fil des négociations, il y a la présomption de salariat. Donc en septembre 2021, le Parlement européen dit nous souhaitons une directive avec une présomption de salariat, un principe de présomption de salariat. Et nous souhaitons que la Commission européenne, quand elle écrit sa proposition, elle y mette dedans la présomption de salariat. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, les différentes personnes que je rencontre, donc les personnes de la représentation permanente, le représentant permanent lui-même, me dit d'abord, juste la semaine d'après, le 16 septembre, je rencontre à déjeuner le 20 septembre 2021, Monsieur Léglise Costa, qui me dit que de toute façon, selon lui, il y a de fortes chances, il ne voit pas comment la Commission européenne pourrait aller vers ce scénario. Je l'interroge, je lui dis, mais comment vous m'expliquez que ce rapport soit signé de quelqu'un de votre majorité, issu de votre majorité, et qui pourtant porte des positions qui sont contradictoires avec les positions portées par la représentation permanente à Bruxelles. Et là, il me dit que ce n'est qu'un rapport du Parlement et qu'il doute fortement que la Commission européenne ira vers ce scénario de la présomption de salariat. Ensuite, différentes choses. Il y a le débat à l'Assemblée nationale fin septembre sur les droits au dialogue social des travailleurs indépendants, où Elisabeth Borne est à l'époque ministre du Travail, répond aux collègues de notre groupe de la France Insoumise qui est chargé de nous représenter dans le cadre de ce débat-là. Il amène ces contradictions également en disant mais comment, voilà, le Parlement européen a validé en plénière la semaine dernière un rapport qui dit nous souhaitons une présomption de salariat. Il est signé par quelqu'un de chez vous. Alors là, on a diverses tentatives de diversion qui sont d'abord d'essayer d'expliquer que il n'y a pas marqué présomption de salariat dans le rapport. Bon, je veux bien. C'est vrai que moi, j'ai découvert qu'on est, nous, les Français, les plus nuls, souvent les plus nuls en anglais au Parlement européen. Mais Presumption of Employment Relationship, bon, il ne faut pas avoir un master en anglais pour comprendre ce que ça veut dire. Et puis, tiens, donc après, il y a Elisabeth Borne explique que relation de travail ne veut pas dire relation d'emploi. Je tiens à votre disposition les définitions de l'OIT qui montrent que dans la traduction, relation de travail est la traduction de employment relationship et qui désigne bien une relation de subordination entre le travailleur et un employeur et non pas une relation commerciale d'indépendant à donneur d'ordre. Donc finalement, ensuite, on est en 2021. La Commission européenne fait sa proposition le 9 décembre 2021. La représentation française, la représentation permanente de la France, envoie un courrier à la mi-septembre, toujours à la mi-septembre, au lendemain de l'adoption du rapport Brunet, pour expliquer à la Commission que, selon elle, le scénario de la présomption de salariat n'est pas celui qu'il faut prendre. Et en fait, tout au long de l'année 2021, quand on regarde les différentes interventions préalables en fait, qui préfigurent la présidence française du Conseil de l'Union européenne, à partir du sommet social de Porto d'avril, il me semble, toutes les déclarations que j'ai également ici, plus on approche du mois de décembre, où la position de présomption de salariat va être confirmée par la Commission européenne, plus la question du travail des plateformes disparaît des priorités de la PFUE. Ça va disparaître des priorités de la présidence française de l'Union européenne. Et la France, qui au départ portait
plus une position qui était celle du tiers-statut, se rend compte que ça, c'est plus d'actualité, va être sur une position qui est le renversement de la charge de la preuve uniquement, qui fait partie des scénarios de la Commission européenne qui ont été publiés au cours de l'année 2021, mais qui sont un autre scénario que celui de la présomption de salariat. Le renversement de la charge de la preuve, c'est vous laisser reposer sur les épaules du travailleur la responsabilité d'aller voir le juge pour faire valoir sa bonne classification, dire « Eh oh, je devrais être indépendant, mais je ne le suis pas ». Sauf qu'au moment où le travailleur va voir le juge, ce n'est pas à lui d'apporter les preuves. Mais ça ne change pas grand-chose, ça laisse toujours la responsabilité au travailleur d'aller voir le juge. On est sur un renversement de la charge de la preuve. Le fait est que la Commission européenne propose néanmoins le 9 décembre une proposition de directive qui dit il y a présomption de salariat, article 3. Article 4, pour qu'elle soit réalisée, il faut remplir des critères. De mes contacts au sein de la Direction générale de l'emploi de la Commission européenne, le commissaire à l'emploi et l'équipe du commissaire à l'emploi auraient souhaité peut-être aller un peu plus loin, mais il y a eu du débat à l'intérieur, ce qui fait que le compromis trouvé à la Commission, c'est de proposer 2 critères sur une liste de 5 critères de subordination, dire la présomption est activée à partir du moment où 2 critères sur 5 sont remplis. Ce qui ne veut pas dire que tous les travailleurs de plateforme sont salariés, il en a été question pour personne, parce que vous avez l'article 5 qui explique que la présomption, elle est réfragable, on peut la contester. Mais sauf que la différence avec la situation actuelle et un simple renversement de la charge de la preuve, c'est que c'est à la plateforme de prouver si elle travaille bien avec des indépendants. Et si elle le prouve, pas de souci, elle peut continuer. Donc, ensuite, donc, la Commission européenne donc, a publié sa proposition en décembre. Et là, le lobbying intensif, qui était plutôt visé sur la Commission européenne, va se tourner vers le Parlement. Parce que vous savez qu'une fois que la Commission a fait sa proposition, elle l'envoie d'un côté au Parlement et de l'autre côté au Conseil. On doit, voilà, il y a une nouvelle phase de négociation qui s'ouvre à ce moment-là. Le lobbying intensif des plateformes peut être retour en arrière rapide. En février, le 15 février 2021, Dara Khosrowshahi, le CEO de Uber, publie donc un livre blanc qui s'appelle A Better Deal, où il explique ce que, selon lui, ce en quoi doit consister la législation européenne, et où il explique que certes, il y a un problème avec la situation, mais que la solution, ce serait juste de donner plus de droits aux indépendants, qu'il ne faut surtout pas toucher au statut d'indépendant, mais leur donner des droits, et notamment le droit au dialogue social. C'est suivi le 16 février d'une tribune dans Politico, où, très lu, média le plus lu dans la bulle européenne, où il explique ça. Et c'est cette position qui ensuite va être jusqu'à présent la position qui est d'abord défendue par les autorités françaises et mise en œuvre. C'est le seul gouvernement en Europe qui met en œuvre la position prônée par Dara Khosrowshahi dès février 2021. C'est le gouvernement français. Vous avez peut-être vu passer cette interview dans le JDD il y a quelques semaines, justement, où il disait, justement, il prend la France en modèle. À Davos aussi également, une longue interview où il revient là-dessus. Enfin, voilà, on s'inscrit dans cette démarche-là. Donc ensuite, le lobbying, il va se tourner vers les députés du Parlement européen. Parce que nous, en commission emploi, donc on reprend les négociations. C'est un peu la même équipe que la saison 1 pour le rapport d'initiative, sauf qu'il y a un seul changement. Un seul changement. Moi, je suis toujours chargée des négociations pour mon groupe. Le collègue de la droite du PPE, c'est toujours le même qui est chargé des négociations, etc. La verte, c'est pareil. Par contre, du côté du groupe Renew, c'est plus Sylvie Brunet. C'est plus la délégation Renaissance qui est chargée du dossier, parce que c'est ni elle, ni de manière générale la délégation Renaissance, mais elle est remplacée par quelqu'un qui a une délégation d'une seule personne, Lucia Nikolsonova, slovaque, qui d'ailleurs je regrette qu'elle ne soit pas là parce qu'elle était conviée, mais bon, j'ai cru comprendre que l'intervenant d'avant était auditionné en visioconférence, peut-être que ce sera plus facile pour elle de venir, enfin bon. Mais en tout cas, ce sera intéressant, je pense, d'avoir son point de vue. Mais elle a été la plus dure dans les négociations. On a réussi à trouver un consensus, comme on le fait habituellement au Parlement européen, parce que dans cette histoire, la droite traditionnelle est convaincue également par la présomption de salariat. Parce que quand on est attaché aux règles de la concurrence libre et non faussée, on ne tolère pas qu'il y ait des entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu pendant que d'autres le respectent. Et donc, pour le coup, Lucia Nikolsonova, tout au long des négociations, va être la porte-parole des intérêts des plateformes et la plus opposée au compromis qu'on essaye de construire, qui s'inscrit dans la continuité
du rapport Brunet voté en septembre 2021. Je termine donc sur les étapes. Là, j'en suis donc à... Donc finalement, on aboutit à la position qui a été votée par le Parlement en plénière de février 2023, cette année. Position qui est largement très ambitieuse et une avancée par rapport à la principale avancée par rapport à la position de la Commission, c'est que la Commission disait il faut 2 critères pour que la présomption soit déclenchée. Le Parlement dit dans la mise en œuvre de la directive, les critères posent question, posent problème, parce que qui décide que les critères sont appliqués ou pas, sont remplis ou pas? Si c'est la plateforme, elle va dire qu'elle ne les applique pas. Si c'est le travailleur, charge à lui d'aller prouver au juge que les critères sont remplis. Et donc on revient à une situation où on est uniquement dans un renversement de la charge de la preuve, charge sur les épaules des travailleurs de prouver leur bonne classification. Et donc la situation n'est pas satisfaisante. Donc la position du Parlement européen, contrairement à ce qui a été raconté dans le narratif des plateformes, vise pas à requalifier d'office tous les travailleurs de plateforme. Je suis une plateforme de freelance qui respecte l'indépendance de mes travailleurs. Je fais uniquement de la mise en relation sans choisir les tarifs du travailleur, sans choisir comment il va travailler. Il n'y a pas de souci. Article 5, présomption réfragable. J'apporte, et là on a mis des critères, j'apporte les preuves que mes travailleurs sont vraiment indépendants et je peux continuer à travailler avec des indépendants. Doctolib, sur la plateforme Doctolib, le médecin ferme son cabinet le mercredi et le jeudi. Il ne va pas être sanctionné, on ne va pas lui couper ses honoraires ou on ne va pas l'obliger à fermer son cabinet. La plateforme ne fait pas de subordination, fait juste de la mise en relation. Pas de souci. La présomption de salariat s'appliquera, mais elle aura moyen de la contester et donc elle travaillera avec des indépendants, bien évidemment. Les médecins ne seront pas salariés. Pour terminer, dire que donc j'ai un certain nombre d'éléments, si ça vous intéresse aussi, pour vous montrer de la manière dont le Parlement a été soumis à la pression des lobbies pendant cette deuxième période de négociation, donc à partir de décembre 2021, quand on a repris les négociations dans le cadre de la commission emploi, avec donc les courriers, des nouveaux députés, parce que le député PPE étant pas forcément leur allié, ayant joué le jeu des négociations et de la manière de négocier qu'on a au Parlement européen, qui est respectueuse du consensus, enfin avec volonté constructive de consensus. Ils sont allés taper à la porte d'autres députés divers qui ont mécaniquement répété leur narratif. En parallèle, un élément déterminant, c'est nous, on a construit, enfin nous, quand je dis nous, les forces progressistes, une forme de contre-lobbying en donnant à voir les mobilisations, les revendications des travailleurs dans le Parlement. Et maintenant, pour continuer sur... oui, le rapport de force au sein du Parlement, comme je vous disais, on a réussi à construire un consensus très très large. Mais y compris avec, d'ailleurs, je salue la position des députés de la majorité présidentielle au Parlement européen, la délégation Renaissance au Parlement européen, qui a voté pour en février dernier, parce que le groupe Renaissance était le seul qui était, le groupe Renew, pardon, était le seul qui était divisé, qui était aussi divisé. Parce que, comme je vous le disais, même à droite, à partir du moment où on explique, on a eu le soutien d'entreprises telles que Just Eat qui fonctionnent avec un modèle salarié, à partir du moment où on explique que ce qu'on dit, c'est qu'il faut des règles du jeu équitables pour tous et qu'il faut arrêter la concurrence déloyale, ça fait consensus. Et qu'on est là pour protéger le statut d'indépendant autant que pour salarier ceux qui sont subordonnés, mais pour préserver le statut de l'indépendance, l'autonomie des vrais indépendants. Et donc, on a créé un arc de force très, très, très large, avec, cependant, les quelques qui n'étaient pas en accord étaient clairement les relais des lobbies, et donc qui ont changé au fil du temps. Un exemple aussi, c'est que la position qu'on a trouvée en décembre en commission emploi, elle a été validée en commission emploi, elle ne devait pas systématiquement être validée en plénière. Souvent, vous avez, tout à l'heure, là j'arrive de Bruxelles, on a voté le passage directement en trilogue de positions qui sont validées par les commissions. Ce n'est pas systématique, mais c'est Sarah Skyttedal qui s'est illustrée aussi en porte-parole des intérêts d'Uber, une députée suédoise, qui a collecté le nombre de signatures suffisantes pour que ça passe en plénière en se disant le rapport de force n'est pas le même en plénière. C'est vrai qu'en commission emploi, vous avez plutôt les députés qui ont la fibre sociale progressiste, quels que soient les groupes. Et c'est plus le centre de gravité est plus, on dira à gauche, si je peux me permettre, social, que dans l'hémicycle. Et donc ils se sont dit, tiens, si ça passe en hémicycle, peut-être qu'on a moyen de détricoter ce qu'on a validé en commission emploi. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Au Conseil, dernier mot sur le Conseil,
les relations avec la RP, là, avec la représentation permanente, elles sont assez franches, hein. On sait qu'on n'est pas du tout sur la même position. Au sein du Conseil, moi j'ai des relations donc, également avec plusieurs États qui font partie des 7 États membres qui se sont opposés au compromis proposé par la présidence tchèque en décembre, à la réunion de décembre, où ils étaient censés trouver sous présidence tchèque donc un compromis qui est très inquiétant de mon point de vue, parce que là le Conseil... c'est inquiétant à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des critères donc de l'article 4, le Parlement européen les a supprimés et basculé d'autres critères dans l'article 5. Le Conseil, lui, les derniers compromis qu'on a eus, qui n'ont pas été validés, mais proposés, c'était 3 critères, voire 4 dans certains cas. Ce qui nous inquiète énormément, et c'est quelque chose sur lequel, c'est dans les courriers, vous avez vu le SGAE ce matin, il a dû vous le confirmer, que les exemptions, quand un critère est appliqué du fait de la loi ou d'accord collectif, et dans ce cas-là, c'est comme s'il n'était pas coché. Et puis aussi l'effet suspensif. Bon, alors là-dessus, la position de la France a fluctué, mais j'ai cru comprendre malheureusement que la France demande un effet suspensif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la plateforme utilise l'article 5 pour contester la présomption, à partir du moment où elle lance le recours, il n'y a pas de requalification. On stoppe les requalifications. Mais c'est comme si la directive n'existait pas, en fait, dans ce cas-là. C'est comme si la présomption de salariat n'existait pas. Donc, assez inquiet des positions du Conseil. En tout cas, on sait que bon, il y a des alliés. Les négociations se passeront normalement essentiellement sous présidence espagnole. Si un accord est trouvé au Conseil EPSCO du mois de juin, l'Espagne, pour le coup, est clairement un allié sur ces questions, malheureusement, contrairement à la France, hein, et ça c'est les échos qu'on a, qui sont dans les papiers du SGAE, les courriers de l'ARP, je vous ai dit les rendez-vous qu'on a avec les lobbyistes depuis le début dans cette histoire, les échos qu'on a directement à l'intérieur du Conseil des RP espagnols, slovènes, du groupe belge, du groupe de nos alliés. C'est un secret pour personne, hein, vous le savez. C'est un peu dommage, parce que je pense que cette directive, elle est bonne à la fois pour les travailleurs, mais aussi pour le business, pour les affaires et pour les vrais indépendants. Et c'est vraiment comment on peut mettre en place des règles du jeu équitables pour tous. Et derrière ça, moi, ma crainte, c'est qu'il y ait un détricotage de tout le salariat. Parce que si aujourd'hui, on ouvre la boîte de Pandore, on permet, dans la livraison de sushis ou le transport de personnes, de remplacer, d'avoir des gens sous sa subordination sans avoir à assumer la contrepartie qui est le droit du travail et la protection sociale. Moi, demain, je suis le patron de Carrefour, pourquoi je m'embêterais à avoir des salariés si je peux les remplacer par des faux indépendants ? Et malheureusement, j'ai un peu l'impression que c'est pour ces raisons-là que le président de la République, notamment, porte autant d'intérêt à défendre dans cette histoire depuis le début les intérêts d'Uber et des lobbies des plateformes. Bien, merci beaucoup pour cet exposé qui est très complet. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que le SGE nous a dit que l'effet suspensif ou les exemptions n'étaient plus dans les positions françaises, qu'il y avait eu effectivement un débat sur l'effet suspensif, mais qu'en revanche, effectivement, il y avait tout de même une demande, d'ailleurs de la part du Conseil en général, hein, ça a l'air d'être la position du Conseil pour l'instant, de garder quelques critères pour pouvoir guider l'action du juge et harmoniser en fait au niveau européen, parce que de ce que j'ai compris en tout cas de ce matin, il y avait l'inquiétude en retirant tous les critères, en fait d'aller contre l'objectif initial de la directive qui est d'harmoniser une position européenne et là de se retrouver à nouveau dans des positions nationales du juge. En tout cas, c'est l'interprétation que j'ai compris. Juste une question quand même pour être un peu précis sur la sémantique utilisée, parce que je rappelle quand même qu'on est dans une commission d'enquête sous serment. Quand vous faites référence à des collègues, par exemple suédois, en disant ce sont les porte-parole des intérêts d'Uber, ou ils ont été les relais des lobbies, est-ce que vous avez vraiment des éléments probants concrets qui vous laissent penser, comme c'est le cas par exemple dans notre commission d'enquête sur les Uber Files, que leurs positions sont liées avant tout à des pressions ou des communications de lobby d'Uber, ou est-ce qu'on a des différences idéologiques, économiques, politiques sur cette question de la présomption de salariat entre pays ou entre groupes politiques? Vous posez une très bonne question, hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand je dis que le président de la République se fait le relais des intérêts d'Uber, loin de moi l'idée que Emmanuel Macron se fait payer par Uber, par exemple. Je pense que vraiment, la question
idéologique est importante. Et je pense que c'est justement ça le cœur du sujet. C'est que certains ont par idéologie la conviction que le marché du travail, qu'il y a trop de rigidité à l'embauche, que le code du travail est trop lourd, que si on enlève les protections des salariés, eh bien, il va y avoir plus d'embauches. C'est une question, un point de vue idéologique. Et l'ubérisation peut constituer un cheval de Troie, justement, pour détricoter tout le salariat. On se dit, si aujourd'hui, un compromis social qui date qu'à un siècle, qui est tout récent, c'est que quand un employeur veut avoir quelqu'un, sanctionner, le contrôler, le diriger, qui sont les 3 éléments du lien de subordination, en contrepartie, il est obligé d'appliquer le droit du travail. C'est lourd. Il a payé la protection sociale. C'est lourd. Mais toujours, de tout temps, il y a eu des stratégies de contournement avec les contrats atypiques. Et là, une nouvelle stratégie de contournement qui a été inventée, c'est pas de contrat du tout. Donc je vois du point de vue d'un employeur les avantages qu'il peut y avoir, d'avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre, d'avoir les avantages du statut d'indépendant et les avantages du statut de salarié. Vous avez des gens qui travaillent pour vous sans vous embêter à donner le droit du travail. Mais en même temps, pour le travailleur, il n'a pas les avantages du statut d'indépendant, parce qu'il n'a pas la liberté de travailler comme il veut, de choisir ses tarifs, et il n'a que les contraintes du statut de salarié, d'avoir le patron au-dessus de lui qui le sanctionne. Donc c'est pas... Dara Khosrowshahi disait « a better deal » dans son livre blanc, il l'avait appelé comme ça, un meilleur pacte, deal. Mais oui, deal. Mais je pense que c'est un deal qui est bon uniquement d'un côté. Et donc, clairement, donc aujourd'hui, on légalise ça pour la livraison de pizza. C'est sûr, c'est le moyen ensuite de détricoter tout le salariat. Donc, pour moi, il y a une question idéologique clairement. Après, pour vous donner effectivement, quand je dis, ils ont servi l'intérêt d'Uber. Donc, quelques éléments de contexte. Le représentant, le chargé des négociations pour le groupe PPE dans cette histoire, c'est Denis Radke. Denis Radke, il a clairement un profil un petit peu atypique au PPE. C'est un ancien syndicaliste, il est issu de la droite sociale, et dès le départ dans cette histoire, il était convaincu, en fait. Enfin, il y a évidemment des divergences, voilà, mais on a trouvé, il était convaincu que le compromis était acceptable et qu'il ne voulait pas se faire le relais des intérêts des plateformes. Parce que vous savez, des fois, il peut y en avoir qui se disent, bon, ben tiens, je suis au PPE, j'écoute Business Europe, et puis je suis à gauche, je vais écouter la CES. Non, lui, il y réfléchit de façon plus constructive que ça. Et donc... les plateformes se sont rendues compte que ça ne marchait pas avec Denis Radke, qu'il n'acceptait pas d'organiser des événements dans le Parlement européen, d'être hôte pour des événements dans le Parlement, de répéter les argumentaires des plateformes. Donc ils sont allés taper à la porte d'autres députés. Myriam Lexman, qui est député, un Italien du PPE, Aldo Patriciello, qu'on n'avait jamais vu jusque-là dans l'histoire. Monsieur Kanev, un Bulgare, et qui à chaque fois, donc là, on recevait des mails. Là maintenant, j'ai été barré de leur mailing list. Je pense que suite, j'ai reçu les invitations, je me suis rendue à leurs événements. Donc pour participer à des événements où il s'agissait de réfléchir au contenu de la directive à venir, mais où à chaque fois, vous n'aviez pas de travailleurs et vous aviez toujours 2 études qui étaient citées. 2 études. Donc j'ai imprimé les invitations, je les mets à votre disposition, bien sûr. 2 études citées, c'est les 2 principales études qui sont citées. Une étude d'Accenture et une étude du Copenhagen Economic. L'étude d'Accenture, elle est payée par Uber. L'étude du Copenhagen Economic, elle est payée par quelque chose qui s'appelle Deliveroo Platform Europe. Et Deliveroo Platform Europe, donc il y a qui? Il y a Deliveroo, Uber, Volt, Bolt. Parce qu'au début aussi, moi quand je suis arrivée en 2019, les lobbyistes d'Uber, c'était les chargés d'affaires publiques d'Uber, de Deliveroo. Au fur et à mesure, il y a eu des faux-nez, l'apparition d'associations où, à l'intérieur, on a EU Tech Alliance. Et en fait, on se rend compte que c'est Deliveroo, ou alors vous avez Deliveroo Platform Europe. Plusieurs associations comme ça faux-nez. Et donc, les relais étaient des gens qui, jusque-là, on n'avait jamais entendu sur cette question-là, et qui se faisaient donc les invités. Et Sarah Skitedal, je vous invite à regarder, c'est public, hein, ces tweets sur la question qui ont été beaucoup relayés parce que il y a eu une fois notamment où elle insultait carrément le traitant de ignorante activiste. Donc voilà, pas besoin de faire la traduction. Brahim Ben Ali, que vous avez auditionné des VTC, parce qu'il a eu le malheur de s'inviter à un événement organisé à Strasbourg dans le Parlement sur quel doit être le contenu de la directive à 1 heure d'une réunion de négociation
qu'on avait. Donc voilà sur quoi est basé. Je veux pas dire, je dis pas qu'ils sont payés, qu'elles sont payées et quel est leur intérêt, qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour le coup, ces personnes-là, je les connais pas assez, je les entends pas assez, contrairement au président de la République, pour dire si c'est idéologique ou pas, ou s'il y a plus. Mais en tout cas, on a des éléments. Et dernière question de mon côté, pour rebondir un peu sur d'autres échanges qu'on a eus, plus sur le fonctionnement du Parlement européen dans sa relation justement avec les entreprises privées, les lobbies, et ce que vous, pour comparer notamment avec ce que vous connaissez de l'Assemblée nationale, quelles sont les règles de transparence que vous avez quand vous recevez des entreprises, que vous l'avez dit vous-même, vous avez reçu quand même justement à titre d'information un certain nombre de lobbies. Est-ce que vous avez des obligations de le déclarer? Est-ce qu'eux en ont? Est-ce qu'ils sont enregistrés? Et dans quelle mesure d'ailleurs vous pensez que notre Assemblée nationale ou notre vie politique pourrait s'inspirer de ce qui se fait, d'ailleurs pas qu'au Parlement européen, mais dans les institutions européennes en général? Mais malheureusement, de mon point de vue, il n'y a pas assez d'encadrement. On a beaucoup parlé là depuis le mois de décembre du Qatargate, qui n'est pas une affaire de lobbying, mais qui est le stade avancé, c'est-à-dire la corruption. Mais en tant que membre, je suis également membre de la commission des affaires constitutionnelles, où on travaille beaucoup sur les questions de transparence. Et aujourd'hui, donc, vous avez un registre de transparence au Parlement européen. Les lobbyistes, donc au sens large, hein, les représentants de groupes d'intérêt, que ce soit d'ailleurs un syndicat ou Deliveroo, ou Uber, ils ont l'obligation de s'enregistrer là-dessus. Et sur ce registre de transparence, ils déclarent combien d'argent ils mettent par an dans le lobbying. C'est ce qui leur donne accès au badge marron. On les repère au Parlement avec ils peuvent rentrer comme dans un moulin avec leur badge marron, hein, contrairement aux citoyens qui, eux, doivent se faire accréditer. Bon. Mais donc, après, les députés, normalement, à partir du moment où vous êtes président de commission et rapporteur, vous avez l'obligation de déclarer vos rencontres avec les lobbies sur le registre de transparence. Et ça s'affiche quand vous allez sur le site du Parlement européen. Il y a une rubrique par député et vous pouvez voir donc là quels sont les rendez-vous enregistrés. Vous constaterez qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Pourquoi? Parce que déjà, c'est que pour les rapporteurs et présidents de commission que c'est obligatoire. Et même pour les rapporteurs et les présidents de commission, c'est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction si ce n'est pas fait. Donc du coup, c'est pas fait la plupart du temps. Et effectivement, il y a une réflexion en ce moment à partir du bureau de la présidente Roberta Metsola pour réfléchir à de nouvelles règles. On est tous conscients que le discrédit il est jeté sur l'ensemble du Parlement après le Qatargate et qu'il y a des élections dans un an et que si on ne veut pas que ce soit l'extrême droite ou l'abstention qui en bénéficie, il faut pour montrer qu'on a pris la mesure de ce discrédit et qu'on met des règles de transparence. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas vraiment encadré. Donc nous, la solution qu'on a trouvée, en fait, c'est de mettre la lumière dessus. C'est de faire savoir, en fait, de demander, par exemple, vous avez la possibilité de demander au Conseil, à la Commission, tous les comptes rendus des réunions entre les lobbies et les différents services. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait. On a eu énormément de documents. On en a fait un rapport en partenariat avec l'Observatoire des multinationales parce que c'était trop lourd à traiter nous-mêmes. Mais souvent, donc c'est aussi pour ça que nous, on essaie de contrebalancer il faut être plus volontariste pour faire rentrer la voix des citoyens et des travailleurs de manière générale, mais ça passe par... je vous parlais des revendications des travailleurs organisés, mais c'est aussi, ce matin, j'étais avec, mais comme vous faites ici, hein, des classes, faire rentrer... Il y a plus d'efforts à faire pour faire rentrer les citoyens et la voix des citoyens dans ces institutions, contrairement aux lobbies qui, eux, sont un petit peu comme à la maison, quoi. Et là, ils ont pensé, dans cette histoire, d'ailleurs, ils se sont dit... Tiens, déjà d'habitude, c'est facile, on a l'habitude d'écrire la loi. Là, ça va être encore plus facile que d'habitude parce qu'on est face à des travailleurs qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas syndiqués. Et manque de bol. Et heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et on espère que ça va continuer comme ça. Oui, et ça, c'est juste un commentaire que j'allais faire. C'est intéressant, et Marc Magan nous a fait un peu la même remarque quand même la semaine dernière, c'est que au final, et si je peux me permettre, votre groupe n'est quand même pas majoritaire au Parlement européen aujourd'hui. Ce lobbying qui est réel, et vous l'avez documenté en plus, hein, donc moi je ne conteste pas du tout ça, il a été totalement inefficace dans le cas du Parlement européen. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une directive qui a été votée à l'immense majorité, y compris par les groupes de la majorité présidentielle, je vous remercie de l'avoir noté spontanément, qui va assez loin dans la présomption de salariat. Alors après, on peut effectivement réfléchir à d'autres règles de transparence. Moi, à titre personnel, je suis très favorable, mais force est de constater que c'est un échec pour les lobbies. Oui, mais ça ne s'est pas fait. L'histoire n'était pas écrite de cette manière-là. Déjà, c'est vrai qu'il faut remarquer, si, encore une fois, on a fait le plus dur, mais
le lobbying est toujours là à monter d'un cran. En fait, moi, de mon point de vue, après, c'est vrai que même si le lobbying était plus concentré sur la Commission européenne jusqu'en décembre 2021, c'est qu'il s'est intensifié après les annonces de la Commission. Parce que personne ne s'attendait, et y compris, donc, je vous rappelle la discussion que j'avais eue avec avec Philippe Léglise-Costa, le représentant permanent du gouvernement français. Personne ne s'attendait. Elisabeth Borne, donc à l'époque ministre du Travail, le dit à l'Assemblée nationale, personne ne s'attendait à ce que la Commission européenne propose une directive aussi ambitieuse. On est peu habitué à arracher des victoires sociales de la part de l'Union européenne. C'est pas tombé du ciel non plus. C'est le résultat à la fois d'un travail de négociation, de consensus au sein des institutions. Et pour moi, l'élément fondamental, ça a été, en fait, à l'Union européenne, j'ai l'impression des fois, c'est pas de la mauvaise foi. C'est pas que les commissaires se disent tiens, je vais travailler pour Uber plutôt que pour les travailleurs. C'est qu'on les voit pas, en fait. Tellement on voit les lobbyistes, on voit pas les travailleurs. Et quand vous les faites rentrer, quand vous construisez justement un espèce de ce que moi j'appelle un lobby populaire, alternatif, quand vous permettez à toutes ces revendications et la voix des travailleurs de faire irruption là où on ne les attend pas sur la scène bruxelloise, pour le coup, voilà, ça a été un élément déterminant dans l'avancée qu'on a eue autour de la directive, quoi. Mais en espérant, encore une fois, voilà, que là, on a vu aux États-Unis, après la loi AB5 qui imposait le salariat pour les plateformes en Californie, donc, il y a eu la proposition 22 où les plateformes ont mis 200 millions de dollars. Face à ça, il y avait 20 millions de dollars seulement pour détricoter une loi. On sait qu'elles ont beaucoup à perdre, que c'est la fin de leur business model, pas la fin des plateformes, la fin de ce business model de plateformes qui fraudent. Pour autant, les plateformes vertueuses comme Just Eat, pour elles sont numéro 1 en ce moment en Espagne. Elles doivent licencier en ce moment en France. Numéro 1 en Espagne, où il y a une présomption de salariat pour les travailleurs de la livraison de repas. Donc on sait que jusqu'au dernier moment, elles vont mettre toute leur énergie avec des relais pour pas avoir à assumer leurs obligations, mais donc elles nous trouveront sur leur chemin. Madame la députée européenne Léla Cheby, un immense merci. D'abord, oui, Madame la députée européenne Léla Cheby, un immense merci, non seulement pour cet exposé très complet, mais surtout pour la bataille que vous avez engagée et qui permet déjà cette première victoire du Parlement européen qui se prononce pour la présomption de salariat. Alors je comprends que c'est une victoire qui est entre guillemets pas consolidée et qui peut être de fait remis en cause selon l'évolution des négociations dans le cadre du trilogue. Comme vous le savez, nous auditionnons ce matin le SGAE dans le cadre de notre commission d'enquête parlementaire. Alors, on aura des questions écrites à transmettre au SGAE pour avoir des précisions, parce que justement, avec Monsieur le Président, on peut avoir des doutes d'interprétation dans la compréhension de ce qui nous a été répondu à nos questions. En tout cas, ce que moi j'en ai compris, c'est que la position de la France n'est absolument pas en faveur de la directive européenne de présomption de salariat telle que l'a adoptée en préconisation, enfin en recommandation, hein, c'est cela, le Parlement européen, et qu'elle est beaucoup plus attachée à non seulement émettre des critères, ce qui fait que finalement on continue, comme vous l'avez expliqué, à laisser le travailleur à devoir solliciter finalement le juge, être dans cette démarche-là, au lieu d'être vraiment dans une inversion des procédures et que ce soit la plateforme qui a prouvé si elle a affaire à un vrai indépendant. Mais j'ai posé des questions, moi, au SGAE pour savoir si la France avait défendu l'instauration de clauses suspensives et d'une exemption de la directive par les États membres dans certains cas. Et en fait, eh bien, il m'a été répondu que oui, la France avait à un moment proposé des clauses suspensives et des exemptions, sans préciser si en fait elle était toujours sur cette position-là ou pas. Donc peut-être défend-elle toujours cette position. Donc si je comprends bien, mais vous me reprendrez, voilà, là, on sent que le discours de la France, et c'est, je pense, celui qui a prévalu par ailleurs à la création de l'ARPE par Madame Borne lorsqu'elle était ministre du Travail, c'est de dire finalement cette colère des travailleurs qui amène souvent à des démarches judiciaires, juridiques, au prud'homme, en cours de cassation pour la requalification salariée.
on va l'entendre, mais en organisant un dialogue social, en finalement accordant des droits sociaux. Et puis la question, elle sera réglée et on va évacuer la question de présomption de salariat. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai un peu l'impression que dans les critères et dans le côté cumulation des critères, avec la notion d'exemption, la position de la France semble être de dire, finalement, si en France on a notre dialogue social, les travailleurs des plateformes qui sont concernés par l'ARP et l'organisation du dialogue social peuvent être finalement exemptés de l'application de la directive, si jamais elle allait positivement, selon moi, jusqu'à son terme, c'est-à-dire d'être adoptée. Voilà. Je ne sais pas si je suis extrêmement claire, mais enfin, je voulais savoir d'abord si vous partagez cette inquiétude. Et je vous rejoins sur le fait que on voit bien que le lobbying d'Uber, dès le début, a été, et c'est bien révélé par les Uber Files, de faire rêver à un modèle du travailleur qui serait son propre patron. Et comme le dit Marc Magan, en fait, on a vendu on a vendu du rêve, mais en fait, c'était un mensonge, parce qu'on n'a pas créé de l'emploi, on a créé des précaires. Depuis lors, le lobbying d'Uber était pour ce tiers statut. Maintenant, il se transforme à travers un autre discours qui n'est pas tant de dire, en tout cas de mettre la mise en mots tiers statut, que de dire « Ah, il faut un dialogue social. Il faut un dialogue social et il faut des droits sociaux. » Et que là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un enfumage dans lequel on nous oriente. Je voulais un peu que vous nous disiez si vous voyez aussi des concordances entre le discours émis par les plateformes et les tenants idéologiques de ce modèle-là. Est-ce qu'on y retrouve un peu le même discours? Tout à fait. Ce titre de Euractiv, donc un autre journal de la bulle européenne, Travailleurs des plateformes, comment la France a fait pression contre la proposition de la Commission européenne. Depuis le début, la proposition, l'idée, le cadre national d'un dialogue social pour les travailleurs indépendants est utilisé comme moyen de ne pas, pour que les plateformes n'aient pas à assumer leurs obligations d'employeur, pour éviter les obligations d'employeur. Et c'est d'ailleurs inscrit dans les documents du SGAE qu'ils ont dû vous présenter ce matin, mais qui ont été diffusés dans Euractiv, justement. Au mois de juillet 2022, donc la proposition, donc le dossier présidence, donc ce que la présidence, enfin la représentation permanente, le gouvernement français dit, voilà, dans le cadre de la présidence tchèque, de la présidence du Conseil qui change tous les 6 mois, quelle est la position de notre gouvernement là-dessus? Et là, sur la proposition de la Commission, le gouvernement français dit cette proposition n'est pas compatible avec le modèle national puisque la Commission a choisi une approche par le statut. Et donc, à chaque fois, il y a une opposition qui est montrée entre le cadre européen en construction d'une directive avec une présomption de salariat et le modèle en cours, en chantier proposé par la France d'un dialogue social des travailleurs indépendants. Comme je vous le disais, ça remonte même à Dara Khosrowshahi dès février, dès le début du lobbying intensif vis-à-vis de la Commission, parce que la Commission, tout au long de l'année 2021, réfléchit à qu'est-ce qu'elle va proposer comme directive. Et Dara Khosrowshahi, 15 février 2021, dit « La solution, certes, il y a un problème, mais la solution, c'est le dialogue social pour les travailleurs indépendants. » Que choisit la France? Le dialogue social pour les travailleurs indépendants. Donc après, ce n'est pas l'option qui a été choisie par la Commission européenne. Qu'est-ce qui se passe? On est obligé de faire avec, à moins que la France décide de sortir de l'Union européenne. Bon, mais là, il faut faire avec les directives. Il faut faire avec une directive. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La directive, elle est en chantier. On va essayer de la diluer, de diluer son contenu, de faire en sorte que ça concerne un minimum de plateformes, qu'un maximum de plateformes puisse passer entre les mailles du filet. La Commission a dit 2 critères, on va dire 3, voire 4. Et puis, tiens, on va rajouter une clause qui indique que dans l'article 4, donc, dans le cas où certains de ces critères ils sont remplis, par exemple les tarifs, les tarifs sont fixés dans le cadre du dialogue social. Et bien dans ce cas-là, c'est comme s'il n'était pas coché. Donc ça fait 3 critères en plus. C'était intéressant de voir qu'en janvier, à la base, le vote en plénière au Parlement était prévu pour le mois de janvier, là, et pas février. C'est avec, il y avait un contexte de mouvement social qui fait qu'à Strasbourg, il a été décidé de reporter le vote à la plénière d'après en février. Au moment du vote, vous voyez la communication d'Uber qui valorisait l'accord qui venait d'avoir lieu dans le cadre de la HARP, justement, sur le tarif minimum pour les VTC, en expliquant que, regardez, la solution, la voie, elle est là. Elle n'est pas dans une requalification.
elle n'est pas dans l'obligation pour un employeur, à partir du moment où il exerce les responsabilités d'employeur, de appliquer les obligations d'un employeur. Non, 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 non. On donne des droits au dialogue social et vous voyez, on peut s'arranger. C'est quand même, voilà, tout à fait. Et donc, à chaque fois, donc là encore, des échos que j'ai, moi, au sein du Conseil, la représentation permanente, mais encore une fois, c'est un secret pour personne, ne peut plus aller sur dire, bon, ben, finalement, il n'y a pas de directive, c'est le dialogue social, mais en disant, bon, ben, tiens, il y a une directive, OK, avec des critères. Déjà, on maximise le nombre de critères, puis en plus, on rajoute un article dedans qui explique qu'on est exempté d'appliquer la directive si... jamais il y a des critères qui sont remplis dans le cadre d'une loi nationale ou du dialogue social, et aussi l'effet suspensif qui est très 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 préoccupant, parce que ça veut dire que... Et la plateforme, c'est pas comme le livreur à vélo. Hein. Le livreur à vélo, lui, pour aller voir le juge, il faut qu'il... Voilà, il est dans une situation très précaire, c'est pas facile de faire un recours pour une requalification auprès des prud'hommes. La plateforme, il suffit qu'elle fasse un recours, le recours commence, pour que ça ait un effet suspensif, elle n'a pas appliqué la présomption de salariat. Et parce que la présomption de salariat, ça veut dire que les travailleurs sont présumés salariés, mais ça veut dire aussi que les employeurs sont présumés employeurs, en fait, avec l'obligation d'assumer leurs obligations d'employeurs. Donc tout ça n'a qu'un but, en fait, poursuivre avec l'utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant. Et c'est bien ça le problème, c'est l'utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant. Ce qui m'a fortement interrogé dans l'audition du SGAE, c'est que l'audition du SGAE a insisté que dans le cadre des travaux de la Commission européenne visant à améliorer la situation de tous les travailleurs, faux ou vrais indépendants, ils nous expliquaient que la Commission européenne ne privilégiait pas un statut par rapport à un autre, mais s'appuyait sur des données, qu'il y aurait 28 millions de travailleurs dans l'Union européenne de plateformes, et que parmi eux, il y aurait 5,5 millions de faux indépendants. Or, il n'a pas été en capacité de nous dire comment étaient justifiés ces chiffres-là. Aussi, il a beaucoup insisté sur le fait que... j'essaie de me retrouver dans mes notes. Il a insisté sur le fait qu'il fallait vraiment faire un travail extrêmement fin de différenciation des critères. Et donc, comme il fallait faire un travail extrêmement fin de différenciation des critères, c'est pour ça qu'il fallait plusieurs critères pour bien vérifier qu'on était face à des faux indépendants ou des vrais indépendants. Et en même temps, je disais, mais pour avoir ce travail fin sur les critères, il faudrait peut-être s'appuyer quand même sur des données fines. Et je lui ai demandé de quel travailleur il parlait quand il pensait aux vrais indépendants. Vous nous en avez exposé, vous nous avez parlé par exemple de la plateforme Doctolib, où là, on voit clairement que le médecin n'a pas son tarif fixé par la plateforme, n'a pas ses horaires contraints, ou il ne risque pas une déconnexion parce qu'il n'accepterait pas une plage horaire. Donc, c'est un vrai indépendant. Ils n'ont pas été capables de me transmettre des exemples, en fait, de métiers ou de plateformes avec des vrais indépendants pour justifier, en fait, de cette nécessité d'avoir un travail extrêmement fin de différenciation des critères. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que, tant du côté du Parlement européen ou de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe, quelles sont en fait les données, les travaux qui sont exposés, ou est-ce que finalement on a en fait des discours soit idéologiques qui nient la réalité des recours devant le juge dans l'ensemble des États membres, ou bien est-ce qu'il y a vraiment des données scientifiques sur lesquelles ils s'appuient? Je ne sais pas si ma question vous semble claire. Oui, mais merci pour votre question. Moi, j'ai les mêmes données que vous, c'est-à-dire que dans son étude d'impact, la Commission européenne, et pour moi, ces données sont importantes. 28 millions de travailleurs qui utilisent une plateforme, un travailleur indépendant qui utilise une plateforme pour être mis en relation avec leurs clients. Parmi eux, l'étude d'impact était faite sur la base de 2 critères remplis sur 5. Si on remplit 2 critères de subordination, 5 millions qui seront requalifiés. Mais si c'est 3 critères, c'est pas 5 millions, ça passe à 3. Et puis si c'est 4, ça passe à 2. Le but étant de passer entre les mailles du filet. Vous savez, je discutais avec Teddy Pellerin, le patron de Hitch, il y a quelques mois. Et puis il me dit, non mais c'est bien la proposition de la Commission européenne. De toute façon, là, dans les critères, il y a quoi? Il y a fixé les tarifs. Si il y a les critères de subordination, il faut prouver notamment que le travailleur ne fixe pas ses tarifs. Il me dit, on ne fixe pas les tarifs, nous. C'est le tarif maximum.
On voit de quelle manière, à chaque fois, l'équipement, non, je ne choisis pas l'équipement, c'est un équipement conseillé. Puis si tu ne le fais pas, je vais te sanctionner. C'est à chaque fois... le problème de ces critères, encore une fois, c'est que si c'est la plateforme qui décide s'ils sont remplis ou pas. La plateforme qui utilise de façon frauduleuse le statut de travailleur indépendant n'a aucun intérêt à dire que ces critères sont remplis. Donc ensuite, si elle ne le fait pas, c'est le travailleur qui va dire en fait, elle a dit que ce n'était pas rempli, mais les critères sont remplis. Et donc, comment je fais pour le prouver? Je vais voir le juge. Et donc, on revient à une situation... Moi, quand j'entends ce que vous me rapportez du SGAE, je pense qu'ils sont encore dans une perspective de présomption d'indépendance où les critères sont à valider par le juge. Mais ça, c'est pas ça. Là, on est uniquement dans le scénario qui était le scénario 2 de la commission dans cette étude d'impact où ils font état, je crois que c'est la même, où ils font état là, des 28 millions et où ils donnent tous leurs chiffres. Mais les critères, à partir du moment où s'ils doivent être validés par le juge, on n'est pas dans une présomption de salariat, mais dans une présomption d'indépendance qui doit être contestée par le travailleur auprès du juge. Là, l'idée, c'est bel et bien qu'il y a une présomption de salariat, mais qui peut être contestée par la plateforme. Et c'est là qu'il y a besoin de critères. Et quand le Parlement européen dit on enlève les critères, c'est aussi pour rendre effectif. Vous imaginez, même si on reprend juste les chiffres de la Commission européenne avec 2 critères sur 5, la Commission dit 5 millions de personnes qui sont à tort aujourd'hui qualifiées comme indépendants. Ça veut dire qu'on va créer un embouteillage devant tous les tribunaux d'Europe. Ça veut dire 5 millions de personnes qui doivent aller voir le juge pour se faire requalifier, si on laisse sur leurs épaules. Tandis que la proposition du Parlement, qu'est-ce qu'elle dit? Si ça avait été, je vous dis, si ça avait été juste mon groupe politique, on aurait été plus loin dans la rédaction. Évidemment, c'est le résultat d'un compromis. C'est le résultat d'un compromis. Qu'est-ce qu'elle dit dans l'article 4, la proposition du Parlement validée en février? Elle dit donc il y a une présomption de salariat. C'est aux États membres de la mettre en œuvre, de mettre en œuvre le cadre pour qu'elle soit effective. Si les États membres ne le font pas, parce que là, c'est là où moi je me dis, c'est aux États membres de la mettre en œuvre, je ne suis pas très confiante sur le fait que la France la mette en œuvre. Parce que les États membres peuvent aussi dire, oui, il n'y a pas de souci, c'est mis en œuvre, la présomption, il n'y a rien à changer. Dans ce cas-là, c'est aux autorités administratives qui peuvent le faire. Si les autorités administratives, donc chez nous c'est Inspection du travail, si les autorités administratives ne le font pas, c'est soit un syndicat, soit un travailleur qui fait un recours devant le juge, mais la différence par rapport à la situation actuelle, c'est que dans les 2 mois, la plateforme a l'obligation de généraliser la décision du juge à l'ensemble de ses travailleurs qui sont soumis au même contrat. C'est ça la proposition du Parlement. Et par contre, si la plateforme dit, donc on parle d'Autolib, mais pour reprendre des indépendants qui ne sont pas en profession libérale, mais des graphistes, encore une fois, on en connaît tous qui utilisent des plateformes pour être mis en relation, la plateforme va dire... Article 5, là, oui, je suis une plateforme de travail, donc je suis soumis à la présomption de salariat, mais je vous apporte les éléments, les preuves que la personne est bien indépendante. Et dans ce cas-là, pas de souci, je l'amène ça à la preuve à l'autorité administrative, j'ai le label, enfin j'ai l'autorisation pour continuer de travailler avec des indépendants. Mais c'est dans ce sens-là, donc je ne comprends pas très bien donc les arguments du SGAE, j'ai l'impression qu'il y a une confusion... peut-être où ils s'imaginent qu'on est toujours dans une logique de renversement de la charge de la preuve. Parce que si on est dans une logique... je ne vois pas en quoi les critères, vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, que les critères, selon le SGAE, le fait de ne pas mettre de critères, ça donnait moins de droits aux travailleurs. Mais... Ce que j'ai compris, mais encore une fois, je dis ça avec prudence, hein, ce que j'ai compris, c'est pas tellement que ça donne moins de droits, c'est que le fait de donner des critères permet plus facilement l'harmonisation normative au niveau européen, et que l'absence de critères fait qu'on va retomber en fait dans le travers qu'on essaie précisément de corriger, qui est d'avoir des approches différentes pays par pays, avec des jurisprudences différentes, comme c'est le cas aujourd'hui. Et que donc le fait de vouloir avoir au moins quelques critères sur lesquels peut s'appuyer le juge, ou l'autorité administrative, d'ailleurs en l'occurrence, comme vous venez de le mentionner, permet d'avoir une situation équivalente au niveau européen, qui est l'objectif initial de la Commission. Non, parce que là, on perd les Nordiques avec ça. L'objectif, c'est poser la question au départ de faire un statut européen. La proposition directive, et c'est comme ça qu'on a les Nordiques avec nous, parce que vous savez, les Nordiques étaient contre, par exemple, le salaire minimum européen. Les Nordiques de tous les groupes, de gauche à droite, parce que, par principe, avec leur système de convention collective, de négociation collective, toutes les lois qui ont trait aux conditions de travail, ça doit passer par les accords collectifs. Ils ont un vrai dialogue social, eux, pour le coup, et donc il est hors de question que ce soit ni une loi nationale, ni une loi européenne.
Et donc nous, on s'était posé la question, et donc ce qui a été décidé, c'est de dire dans tous les États membres de l'Union européenne, il y a des droits du travail différents. Mais partout, il y a en tout cas un statut de travailleur salarié, quand on est subordonné, et un statut de travailleur indépendant. Et ce que dit la directive, c'est qu'il faut qu'on soit, si on est subordonné, salarié, et si on n'est pas subordonné, indépendant. Et il y a un risque aussi que je pense qu'il faut pointer si on rajoute des critères. C'est le risque que pour les travailleurs, les quelques travailleurs qui aujourd'hui vont se faire requalifier en France. Aujourd'hui... Excusez-moi, je suis désolé de vous couper. En fait, parce que je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, ce que je ne comprends pas très bien, c'est, vous dites, donc, si on est subordonné, on est salarié, si on n'est pas subordonné, on est indépendant, ça, je vois très bien. Mais justement, en fait, sur quelle base, et pardon, je peux se poser une question complètement évidente, mais sur quelle base, à partir de la directive issue du Parlement européen, à partir du moment où vous retirez les critères, sur quelle base est-ce qu'on peut décider d'une subordination? Est-ce que là, on ne retombe pas justement dans les jurisprudences nationales? Justement, on ne décide pas d'une subordination, étant donné qu'il y a une présomption de subordination, présomption de salariat. Par contre, sur quelle base on décide que le travailleur est vraiment indépendant? Là, donc, dans l'article 5, il y a deux choses. On a repris les critères de la loi AB5, oui, en gros, et là, pour le coup, on a mis une liste de critères pour prouver qu'on est indépendant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas soumis à un contrôle pour l'exécution. Enfin, tout, en gros, les critères sont renversés, les critères de l'article 4 sont renversés dans l'article 5. Parce que s'ils sont dans l'article 4, en plus, là où c'est dangereux, et je terminerai par ça, sur cette question-là, du moins, c'est que si demain, je suis le juge, je dis, là, je suis sollicité par des VTC qui me disent, mais je ne comprends pas, on m'avait promis que je serais indépendant, en fait, je choisis rien. Mon collègue à côté, il a des petites courses, moi j'ai que des grosses courses, il y a un client à 1 kilomètre, moi je l'ai, l'autre l'a pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas moi qui choisis, opacité de l'algorithme en plus. Donc le juge, là, actuellement, dit, dans les 3/4 du temps, on va vous requalifier. Vous êtes un faux indépendant, vous devriez être salarié, vous êtes subordonné, donc on vous requalifie. Si demain, on a une directive qui dit, par contre, que pour être subordonné, il faut cocher tel critère, il faut cocher 4 critères, et bien demain, du coup, le juge dira, bah oui, en fait, si ça ne dépendait que de ma loi nationale, vous seriez requalifié. Mais là, maintenant, en fait, on a une directive qui complique, qui met des barrières à la requalification. Donc, du coup, je ne vous requalifie pas. Et donc, c'est dangereux, ce serait contre-productif en quelque sorte, quoi. Vous avez raconté qu'en fait, au Parlement européen, les lobbies étaient comme chez eux. Et du coup, certes, il y avait sans doute déjà il pouvait y avoir un choix idéologique d'être dans un modèle libéral et de souhaiter s'affranchir du code du travail et que développer l'emploi passait par la levée de toute entrave et qu'il pouvait y avoir cette adhésion idéologique chez nombre de parlementaires et qui pouvait pousser à refuser ces directives présomption de salariat, mais qu'en même temps, c'était aussi lié au fait que les parlementaires pouvaient être toujours confrontés à ce discours-là tenu par les plateformes. Et qu'à partir du moment où vous avez aidé à l'auto-organisation d'un lobby populaire en organisant des assises, des alternatives à l'ubérisation, en faisant venir des travailleurs des plateformes des 4 coins de l'Europe et même au-delà, et vous avez permis des rencontres avec les parlementaires, avec les commissaires, et donc à faire de manière, cette fois-ci pour le coup, à l'inverse des lobbies, de manière totalement transparente, officielle et même revendiquée, vous avez organisé ces rencontres. Vous dites que vous avez du coup contribué à obtenir et arracher cette victoire qui n'était pas du tout attendue, puisque, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, on pouvait plutôt s'attendre à ce que le Parlement européen soit plus perméable au lobby des plateformes qui, pour le coup, sur la bataille dans le Parlement européen, ont perdu. En ce moment, en France, j'ai demandé, moi, dans une question d'actualité au gouvernement, à M. Dussopt, quelle était la position de la France sur la directive présomption de salariat, et qu'il y ait un véritable débat à l'Assemblée nationale pour que, justement, ce soit sans aucune opacité, qu'on puisse avoir ce débat et qu'on le fasse en transparence, c'est-à-dire de façon publique et assortie d'un vote. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de médias qui parlent de cette question-là, qui est centrale. Très peu de médias en parlent. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu voilà, le lobby populaire tel que vous l'avez organisé, comment cela a pu fonctionner? Oui,
C'est vrai que donc on l'a dit, Bruxelles, le royaume des lobbies, le Parlement européen, on baigne dans l'ambiance lobby. Mais en fait, je pense que c'est valable pour n'importe qui. Quand toute la journée, vous avez quelqu'un qui vous donne une ambiance, un discours, c'est normal que les décisions après que vous allez prendre, elles vont aller dans ce sens-là. Et moi, avant d'arriver au Parlement européen, par exemple, je me disais, à la Commission européenne, c'est tous des libéraux. Donc moi, militante de gauche, ils sont tous de droite, ils ont intégré les dogmes de l'Union européenne. Et bien en fait, pas que. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on met, donc dans la première phase qui était la phase avant que la Commission européenne présente sa proposition de directive, quand en face de la Commission européenne, ils ont que des lobbies qui leur répètent toute la journée que en fait la solution, c'est surtout pas de salarier les travailleurs des plateformes, qu'ils veulent pas être salariés, que c'est la flexibilité, que c'est la fin de leur business model si demain on fait la présomption de salariat. C'est normal que le seul contact qu'ils ont avec l'extérieur, en quelque sorte, si c'est ça, c'est normal qu'après leur décision aille dans ce sens-là. Mais quand en face, on leur met des travailleurs danois, des livreurs, des VTC, espagnols, danois, portugais, tchèques, français, qui tous parlent des langues différentes, mais avec la magie de l'interprétation des langues du Parlement européen, de l'Union européenne, tous articulent le même discours, les mêmes revendications, l'intérêt commun, et disent la même chose, les plateformes, elles, ont l'habitude de s'organiser à l'échelle européenne. Les travailleurs, c'est déjà compliqué qu'ils s'organisent à l'échelle du pays. Hein. C'est de base compliqué de s'organiser quand on travaille même en CDI, de faire grève quand on a du mal à joindre les deux bouts. Alors imaginez quand on est tout seul sur son véhicule, avec un contrat commercial, avec des statuts extrêmement précaires, des très bas revenus. Et là, pour autant, un peu partout en Europe, des collectifs se sont créés, des syndicats se sont créés, et donc les travailleurs se sont organisés. Quand on amène cette mobilisation à l'échelle européenne et qu'on la fédère et qu'on les fédère, et ben tout d'un coup, ça fait une force qui est en capacité de faire basculer le rapport de force vis-à-vis des lobbies en faveur des travailleurs. Et la Commission européenne n'a eu d'autre choix que d'entendre d'abord. Je me rappelle cette réunion avec le commissaire Nicolas Schmit au Parlement européen. J'en ai des frissons rien que d'y repenser. Hein, dans le cadre d'un forum des alternatives à l'ubérisation, il y a la partie, ils se rencontrent entre eux, les travailleurs âgés. Et puis on est au Parlement européen. Monsieur le commissaire Schmit avait bien voulu accepter de consacrer une partie de son temps pour recevoir, écouter les travailleurs, qui chacun lui exprime que voilà, ils sont attentifs. C'est souvent loin ce qui se passe à Bruxelles, ce qu'on fait là-bas au Parlement européen, quand on fait les directives. Et souvent, ils comptent là-dessus pour se dire, tiens, de toute façon, on peut écrire ce qu'on veut, ceux qui vont nous regarder, c'est que Business Europe et les lobbies d'Uber. Et ben non, cette fois-ci, il y en avait d'autres qui la regardaient, c'était les travailleurs des plateformes, et qui attendaient beaucoup, et qui attendent toujours énormément. Et le fait que la Commission européenne s'aperçoive, mais ensuite le Parlement européen, que leur travail était scruté pas seulement par les lobbies, mais aussi par les travailleurs qui en attendaient beaucoup, ça exerce une forme de lobbying, une forme de pression, mais une pression qui va dans le sens non pas des intérêts d'Uber, mais dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt des travailleurs, et qui est peu habituel dans les arcanes des institutions européennes. Mais quand c'est le cas, je pense en plus on a tous à y gagner, encore une fois, de montrer que l'Union européenne peut être au service des travailleurs. Parce qu'encore une fois, c'est aussi se dire, tiens, quand on ira voter l'année prochaine, ça sert ces députés européens, cette Europe-là, elle sert à quelque chose qui va dans le bon sens. Écoutez, Madame Chaibi, je vous remercie de votre disponibilité et de votre présence aujourd'hui. On aura peut-être des questions complémentaires ou des documents, mais d'ailleurs vous en avez mentionné quelques-uns que vous pourrez faire parvenir à notre commission d'enquête. Et dans l'intervalle, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Oui, je tiens à votre disposition à tous les documents. Et puis, je n'ai pas pu, évidemment, tous les aborder, mais je peux vous les transmettre. Et merci beaucoup pour votre attention.